du coup, aujourd'hui, l'idée, c'est de faire donc la deuxième partie de la présentation de la CSRD. Donc, j'avais commencé il y a 2 mois, je crois. Donc, il y a 2 mois, on avait vu, on avait regardé un petit peu ce que c'était que la CSRD, d'où ça venait, qu'est-ce qu'il y avait avant, en fait, en matière de reporting extra-financier et qu'est-ce qui n'allait pas, du coup, avec notamment la NFRD dans ce qu'on demandait de publier aux entreprises. Donc on avait vu en gros ce que demandait la CSRD, donc pas mal de choses un peu nouvelles, une obligation d'homogénéité des informations, un format digital, des obligations d'audit des informations ESG, et puis notamment tout un paquet de normes qui viennent encadrer du coup les informations qui doivent être fournies par les entreprises. Et on avait parlé un petit peu de ce qu'est la double matérialité, qui est un petit peu la cheville ouvrière de la CSRD, puisque c'est l'analyse de double matérialité, une fois encore, qui détermine les informations que doivent publier les entreprises, donc les informations environnementales, sociales et de gouvernance que doivent publier les entreprises. Donc ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est un peu plus en détail ces fameuses normes de reporting. Et on va les regarder, on va aller plonger un petit peu dedans et regarder en pratique quelles sont les informations que doivent publier les entreprises en vertu de ces normes. On va regarder 2-3 exemples. Ce qui est assez intéressant, c'est que la CSRD donc, est entrée en application là le 1er janvier. Donc en pratique, les premiers rapports purement CSRD sortiront que début 2025, puisque les entreprises font leur reporting en début d'année sur l'année précédente. Mais ce qui est intéressant, c'est que certaines boîtes, notamment des grosses boîtes, ont commencé à faire pour leur rapport paru en 2024 portant sur l'année 2023 des rapports qui ressemblent déjà un petit peu à la CSRD pour prendre un peu d'avance sur les normes et pour se mettre un peu en jambes avant de passer complètement à la CSRD. Donc en pratique, certaines boîtes ont fait l'effort de publier des analyses de matérialité type CSRD. Donc on ira regarder un tout petit peu ce que ça donne côté numérique. Et puis quelques éléments de conclusion pour remettre un petit peu les choses en perspective, notamment vis-à-vis du numérique. Alors, ces fameuses normes, du coup, on avait vu ça la dernière fois, il y a aujourd'hui 12 normes qui ont été publiées. Donc 2 normes transversales, la ESRS 1 et ESRS 2, et puis 10 normes thématiques qui portent sur des sujets environnementaux, sujets sociaux et sujets de gouvernance. Alors, petit rappel sur ces normes. Déjà, elles sont ce qu'on appelle agnostiques, c'est-à-dire elles s'appliquent indifféremment à tous les secteurs et elles sont absolument pas pensées en fait pour le secteur numérique. Alors, on va voir que dedans, en pratique, il y a des obligations de publication qui sont tout à fait applicables pour les entreprises numériques, mais voilà, il faut garder en tête qu'elles n'ont pas du tout été pensées pour le numérique. C'est vraiment absolument cross-secteur et ça s'adresse plutôt à des entreprises assez impactantes. Voilà. Donc il y aura des normes sectorielles qui seront publiées, et notamment des normes pour l'IT, mais a priori pas avant 2026 aux dernières nouvelles. Et puis deuxième point à avoir en tête, je le redis, c'est l'analyse de double matérialité qui détermine lesquelles parmi ces normes les entreprises appliquent. Il y en a 2 qui sont obligatoires, on va voir lesquelles. Mais en dehors de ça, en dehors de ces 2 qui sont obligatoires, c'est l'analyse de matérialité vraiment qui va dire, moi j'ai un sujet matériel sur, par exemple, la biodiversité, donc j'actionne la norme biodiversité et je publie les informations qui sont demandées dedans. Mais en pratique, beaucoup d'entreprises du coup vont appliquer qu'une partie en fait, qu'un sous-ensemble de ces 12 normes parce qu'elles n'auront pas de sujet matériel sur certaines thématiques. On a les entreprises ont beaucoup hurlé en disant qu'appliquer toutes ces normes, ça allait être extrêmement compliqué, que ça demandait beaucoup de données, beaucoup d'informations à fournir. Mais en pratique, il y aura assez peu d'entreprises qui devront appliquer l'intégralité des 12 normes. Certaines devront le faire, des secteurs assez exposés, je pense tout ce qui est agroalimentaire par exemple, probablement devront se taper les 12 normes, mais c'est pas du tout le cas de la majorité des boîtes. Voilà, donc une fois qu'on a fait ces rappels, plongeons un petit peu dans ces normes. La première norme, du coup, le SRS 1, en haut à gauche, c'est une norme transversale et en fait, dedans, il n'y a pas d'exigence de publication. Dans ce qui est listé dans la norme, il n'y a rien comme information que l'entreprise doit publier, elle est juste là pour fournir des éléments de méthodo, en fait. Donc c'est dans cette norme-là qu'on retrouve le périmètre de reporting, c'est quel périmètre que l'entreprise doit considérer pour faire son reporting. En l'occurrence, c'est le même périmètre que les comptes consolidés.
Voilà, c'est dans cette norme qu'on trouve des éléments de méthodo sur c'est quoi la double matérialité, comment est-ce qu'on doit faire l'analyse de double matérialité, quelles caractéristiques les informations publiées doivent avoir, etc., etc. Donc là, on retrouve vraiment de la méthodo et il n'y a pas dedans du coup d'exigence de publication en tant que telle pour les entreprises. Voilà, donc on va pas aller la regarder en détail celle-là. La deuxième norme transversale, du coup, donc le SRS 2, celle-là pour le coup, il y a des exigences de publication. Et elle liste des informations générales qui doivent être publiées par toutes les entreprises. Donc c'est l'une des deux normes qui est obligatoire pour toutes les entreprises, quel que soit le résultat de l'analyse de matérialité, les entreprises doivent publier, enfin les entreprises soumises à la CSRD en tout cas, doivent publier les exigences de publication qui sont fournies dans cette norme-là. Donc on va retrouver pas mal de sujets, mais ça correspond d'une manière générale à la manière dont les sujets de durabilité en fait sont gouvernés par l'entreprise. Et comment est-ce que tout ça est intégré en fait, enfin, voilà, quelle est l'interaction en fait entre les sujets de durabilité et la stratégie de l'entreprise, son modèle d'affaires, son business model, etc. Alors là, pour le coup, on va aller regarder un petit peu dedans. Avant ça, alors je vous dis ça si jamais vous avez envie de vous-même d'aller regarder un peu ces normes et de regarder un peu à quoi elles ressemblent. Je vais vous expliquer un petit peu comment c'est fait très rapidement. Globalement, les normes sont fichues à peu près toutes de la même manière et elles sont structurées avec ce qu'on appelle des exigences de publication. Donc chaque exigence de publication, là vous voyez, ça c'est la table des matières de l'ECRS 2. Donc chaque exigence de publication a un petit cycle. Là par exemple, celle que j'ai encadrée, c'est Gov2, donc ça veut dire que c'est un sujet gouvernance et c'est l'exigence de publication numéro 2 des sujets gouvernance. Donc chacune a un petit sigle unique et le cas échéant, ces exigences de publication sont complémentées par ce qu'on appelle des exigences d'application qui sont en fait dans l'annexe de la norme et qui viennent du coup fournir des informations supplémentaires sur la manière dont cette exigence de publication s'applique. Alors pourquoi les informations dans les exigences d'application n'ont pas été remontées dans le corps de la norme, je ne sais pas, c'est un mystère pour moi parce que ça a été beaucoup plus simple de tout mettre au même endroit, mais bref. Donc si jamais un jour vous avez besoin d'aller consulter ces normes, n'oubliez pas d'aller voir dans les exigences d'application la manière, enfin les informations complémentaires sur la manière dont l'exigence de publication doit être appliquée. Voilà, donc tout même voilà, même structure pour chaque norme. Alors moi j'ai perdu le son de Adeline, je sais pas si je suis le seul. Moi Non. aussi. Non, on est plusieurs, visiblement. On est plusieurs à avoir perdu, ouais. Ok, ouais, vous m'entendez là? Ouais, c'est bon. Ça y est, c'est revenu, ouais. Alors, je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas ce que j'ai fait, mais d'accord. Vous m'avez perdu quand? Juste avant que tu passes à cette slide. Eh ben Ouais. parfait. Donc, je disais que tu Ça comprenais marche. pas pourquoi l'application n'était pas dans l'exigence initiale. Voilà. Ok, très bien. Et que Bah, tu effectivement, je ne comprends pas. Voilà, je pense qu'il faut être un technocrate bruxellois pour comprendre comment ils ont fait ça. Non, je plaisante, mais je sais pas. Lire des normes, c'est un exercice intéressant des fois, mais des fois on se prend un peu la Il tête. faut justifier le travail des technocrates. Pardon, je vous laisse continuer. Ok, donc toujours, donc, ouais, toujours ça c'est 2-3 slides, c'est pour vous donner un peu les guides si jamais il vous prend l'envie saugrenue d'aller lire la norme, pour histoire que vous vous y retrouviez dedans. Voilà, chaque exigence de publication, du coup, c'est fichu un peu pareil. Vous avez un titre, du coup, avec ce fameux sigle unique, donc là c'est Gov2. Et d'une norme à l'autre, vous n'aurez pas les mêmes identifiants. Ensuite, vous avez une description alors assez succincte de ce que l'entreprise doit publier en vertu de cette exigence de publication. Donc là, c'est dans ce cas-là, l'entreprise publie des informations sur la manière dont les organes d'administration, de direction et de surveillance sont informés des questions de durabilité et sur la manière dont ces questions ont été traitées au cours de la période de référence. Voilà. Donc ça, c'est globalement ce que l'entreprise doit publier. C'est pas toujours super explicite. On a ensuite un paragraphe qui vient détailler l'objectif en fait de l'exigence de publication. Donc c'est en gros, voilà, on vous a dit ce que vous devez publier, mais voilà l'objectif en fait qu'on cherche à atteindre. Voilà en fait ce qu'on veut savoir et ce qu'on veut comprendre en fait en demandant à l'entreprise de publier ces informations. Et ensuite, on a des précisions beaucoup plus pratico-pratiques sur les informations qu'il y a en pratique à publier. Donc là, il y a un gros paragraphe de précision, mais il peut arriver qu'il y ait 10-15 paragraphes en fait qui viennent lister
des informations que l'entreprise doit publier. Voilà, il y a souvent beaucoup de redites dans le texte de norme entre le titre, la description, l'objectif, les précisions, etc. Ça, c'est un petit peu le jeu de ce type de littérature. Mais on voit, dans certains cas, une fois encore, les précisions sur vraiment la liste des informations à publier peuvent être assez longues. Donc, si on rentre dans cette ESRS 2 qui est donc obligatoire pour tout le monde et qui liste les exigences générales que l'entreprise doit publier, la manière dont elle doit décrire, qui liste la manière dont l'entreprise doit décrire l'interaction générale entre les sujets de durabilité et son fonctionnement globalement. Donc, en vertu de cette norme-là, l'entreprise doit décrire plusieurs choses. Première chose, elle doit décrire le rôle de ses organes de direction. Alors, c'est administration, direction, surveillance. Donc, concrètement, c'est les conseils d'administration, les COMEX, les CODIR, les conseils de surveillance quand il y en a. Donc, elle doit expliquer quel est le rôle de ces organes-là en matière de durabilité. Donc, la question, c'est comment est-ce que la direction d'entreprise est impliquée en fait dans les sujets de durabilité. Donc, notamment, alors outre le fait d'expliquer qui il y a dans ces organes de direction, ça c'est quelque chose qu'on trouve classiquement dans des rapports annuels, des rapports extra-financiers, etc. Donc, l'entreprise doit expliquer quelles sont les compétences des organes de direction en matière de durabilité. S'ils sont pas compétents entre guillemets, ils doivent expliquer comment ils envisagent de se former ou comment ils envisagent d'aller chercher les compétences pour justement pouvoir se faire aider là-dessus. L'entreprise doit expliquer où est logée en fait la responsabilité des sujets de durabilité. Est-ce que c'est quelqu'un qui est sponsor du sujet au niveau du COMEX, du CODIR, etc. Est-ce qu'il y a un comité RSE, etc. Enfin, ce genre de choses. Voilà. Donc, l'idée c'est de comprendre comment en fait les sujets de durabilité sont gouvernés au niveau de la direction. Ensuite, elle doit expliquer comment les sujets de durabilité sont remontés aux organes de direction. Donc, comment est-ce qu'ils sont traités, quoi. Comment est-ce que la direction est informée des sujets environnementaux, sociaux, etc. Comment est-ce que le processus, comment est-ce que la gestion des risques aussi est intégrée à la direction. Comment est-ce que la due diligence également est intégrée. Donc là, l'idée, c'est de comprendre comment en fait les sujets remontent le cas échéant, enfin comment les sujets de durabilité remontent le cas échéant à la direction d'entreprise et comment est-ce qu'ils sont traités au niveau de la direction. Voilà. Ensuite, assez intéressant, l'entreprise doit expliquer comment les résultats en matière de durabilité sont intégrés dans les systèmes d'incitation. Donc, globalement, est-ce qu'il y a des rémunérations variables des dirigeants ou d'autres incitations éventuellement, le cas échéant, mais souvent c'est des rémunérations. Donc, est-ce que la rémunération variable des dirigeants, typiquement, est indexée sur des objectifs environnementaux ou sociaux ou de gouvernance ou d'autres choses? Voilà. Ensuite, de manière un peu plus classique, et c'est déjà ce qui était demandé dans les déclarations de performance extra-financière avant la CSRD, elle explique comment est-ce que sa stratégie et les sujets ESG interagissent. Donc, c'est quoi son modèle économique, sa chaîne de valeur en tant qu'entreprise? Comment est-ce que tout ça interagit du coup avec les sujets environnementaux, sociaux, etc. C'est quoi ses objectifs en matière environnementale? C'est quoi sa stratégie RSE, etc., etc., etc. Donc là, c'est des choses un peu plus classiques qu'on avait déjà avant, mais voilà, on doit l'expliquer de manière assez détaillée. Et puis, dernière chose, elle doit expliquer dans cette norme comment est-ce qu'elle prend en compte les intérêts de ses parties prenantes. Donc déjà, qui sont ces parties prenantes, donc pas seulement les gens qui sont dans son périmètre, mais aussi avec qui il interagit en fait de plein de manières différentes. Et comment est-ce qu'elle se débrouille pour écouter ce que ces parties prenantes ont à dire et prendre en compte leurs intérêts, leurs doléances, le cas échéant, etc., etc. Voilà. Donc globalement dans cette norme, alors je précise que on va passer en vue des normes environnementales. Là, j'ai pas mal résumé et synthétisé les infos. Vous retrouverez pas forcément les informations dans le même ordre et exactement sous les mêmes termes dans la norme si jamais vous les lisez. Voilà, j'essaie de synthétiser un peu parce que l'ensemble des normes fait quand même 250 pages. Donc voilà, sinon on va y être encore demain. Voilà. Et pour finir, dans cette norme-là, c'est aussi là que l'entreprise explique quelle méthodologie elle a utilisée pour faire son analyse de double matérialité, donc cette fameuse analyse qui vise à identifier en fait ces sujets vraiment matériels, quels sont ces enjeux environnementaux ou sociaux qui sont vraiment importants pour elle, qu'elle doit traiter. Donc quelle méthode elle a appliqué pour faire cette analyse. Quels sont du coup les enjeux matériels qu'elle a identifiés. Alors, on parle d'enjeux matériels, mais en fait, ce que demande la CSRD, c'est de parler en termes d'impact, soit positif ou négatif, de risques et d'opportunités liés à des sujets de durabilité.
Donc voilà, typiquement, ça peut être des impacts environnementaux, ça peut être des risques, par exemple des risques climatiques par exemple, ou des opportunités liées à un business model qui peut être favorisé du fait d'opportunités, je sais pas, dans la transition énergétique, peu importe. Voilà, je dis des choses un peu au hasard, mais l'idée c'est vraiment cette idée, c'est impact, risque, opportunité. Et c'est ces impacts, ces risques, ces opportunités que l'entreprise va devoir décrire, et elle va devoir décrire notamment comment est-ce qu'elle va adresser tout ça. Voilà. Et finalement, la liste de ces fameuses exigences de publication auxquelles elle a du coup décidé de se conformer en ne gardant que celles qui sont matérielles du coup. Voilà. Donc voilà ce qu'on doit trouver dans cette SRS2. Donc déjà, ça pose pas mal de questions et ça nécessite notamment de beaucoup clarifier en fait la manière dont sont gérés les sujets de durabilité, notamment au niveau des instances dirigeantes de l'entreprise. Donc déjà, c'est un petit peu nouveau par rapport à ce qui était demandé avant. Voilà, tout ça, c'est beaucoup de trucs à raconter, mais ça peut aussi être montré de manière assez jolie. C'est quelque chose, enfin c'est une infographie qui est issue du dernier rapport annuel de d'Ørsted, qui est une boîte danoise qui bosse dans qui fait des infras d'énergie renouvelable, et on voit que là c'est joliment représenté. Ils ont représenté leur chaîne de valeur avec l'amont, l'aval, leur périmètre propre. Et ils ont identifié en fait pour chaque partie de leur chaîne de valeur où situer leurs impacts positifs, leur envers, leurs impacts négatifs, leurs risques. Et donc ils ont placé tout ça. On voit que sur le impact négatif, ils ont tout ce qui est utilisation de matériaux vierges, tout ce qui est exploitation des ressources naturelles, etc. Des impacts sur la biodiversité. On voit que dans leur périmètre propre, ils ont leurs risques, leurs opportunités ici, etc., etc. Donc voilà, tout ça pour dire que ça n'a pas forcément à être écrit de manière chiante et illisible. Ça peut aussi être fait un petit peu joliment comme ça. Et en pratique, dans les rapports, on voit de plus en plus de diagrammes, illustrations et tout qui viennent illustrer tout ça de manière un peu plus lisible, on va dire, pour le grand public. Voilà. Déjà, s'il y a des questions à ce sujet. Non. Ok, on va dire que c'est bon alors. Ensuite, donc ça c'était la norme, donc ça c'était le SRS2 qui est donc la deuxième norme transversale et qui est la première norme qui demande en fait effectivement aux entreprises de publier des choses. Donc cette norme SRS2, je le redis, elle est obligatoire pour absolument tout le monde, donc toutes les boîtes soumises à la CSRD devront publier des informations liées à cette SRS2. Ensuite, on arrive dans les normes thématiques. Donc, ce gros paquet de normes, là, il y en a 10 en tout, 5 normes environnementales, 4 normes sociales, une norme de gouvernance. Et ces normes-là, donc, elles s'appliquent uniquement si la thématique est considérée comme matérielle, avec une exception, qui est le SRS E1, qui concerne le changement climatique. Celle-là, elle est considérée matérielle par défaut, c'est-à-dire que pour les autres thématiques, s'il n'y a pas de sujet matériel que l'entreprise identifie, elle dit ok, c'est bon, on l'applique pas. Par contre, pour la E1, c'est considéré comme matériel par défaut. Donc, si l'entreprise décide de dire moi en fait, je n'ai aucun enjeu qui concerne le changement climatique, que ce soit côté atténuation, adaptation d'ailleurs, elle doit publier une explication détaillée de la raison pour laquelle elle considère qu'elle n'a rien à voir avec le climat. Donc en pratique, comme la CSRD s'applique à quasiment toutes les boîtes qui font plus de 250 collaborateurs, je vois assez mal des boîtes de cette taille ne pas avoir ni d'impact sur le climat, ni être soumises à aucun risque sur le climat. Donc en théorie, elle n'est pas obligatoire, elle est juste matérielle par défaut. En pratique, c'est comme si elle était obligatoire. Voilà. Donc par abus de langage, moi je considère qu'elle est obligatoire. Voilà. Les autres, par contre, on peut considérer que suite à l'analyse de matérialité, il n'y a pas de sujet matériel qui émerge. Pour les autres, on peut juste dire ok, c'est bon, on l'applique pas sans avoir à publier d'explications détaillées. Voilà, donc on va la regarder. On va regarder du coup, on va faire un petit focus sur les normes environnement pour regarder ce qu'il y a dedans. On ira beaucoup vite sur les normes sociales et gouvernance, sinon on y sera encore demain. Voilà. Donc, allons voir ces normes environnement, en commençant justement par la E1, donc sur le climat, qui une fois encore est pseudo obligatoire, on va dire, pour toutes les boîtes. Petite précision du coup, les normes thématiques, elles sont toutes un petit peu fichues, pareil aussi. Donc l'entreprise a ses impacts, ses risques, ses opportunités qui viennent de l'analyse de matérialité, et pour chacun de ces impacts, risques, opportunités, on peut dire IRO aussi, ça va plus vite, elle doit publier du coup une série d'informations. Donc pour chaque IRO, elle doit publier quelles sont là où les politiques qu'elle applique pour adresser ce sujet. Donc politique, voilà, c'est des objectifs généraux, des principes de gestion, voilà, qui indiquent comment est-ce qu'elle envisage comment est-ce qu'elle adresse, ou comment est-ce qu'elle envisage d'adresser ce sujet-là.
Donc, politique, quelles sont les actions du coup qui sont mises en œuvre. Donc en pratique, comment est-ce que la politique de gestion est mise en œuvre. Et donc c'est pas uniquement expliquer ce qu'on fait, mais aussi expliquer les ressources qu'on met en face. Et là c'est pareil, c'est un petit peu on va dire une nouveauté par rapport à la NFRD et du coup à la DPEF. Là on demande beaucoup plus de précision. Il suffit pas de juste de dire ce qu'on fait, il faut qu'on explique concrètement quelles sont les ressources qu'on mobilise en face, comment est-ce qu'on finance ça, où sont logées les politiques, les actions, qui s'en occupe, etc., etc. Donc on demande quand même pas mal de précision pour essayer de tangibiliser autant que possible la manière dont l'entreprise fait effectivement les choses. Il ne suffit pas de dire qu'on fait les choses, il faut expliquer comment on le fait, où on le fait et avec quel argent globalement. Donc politique, action. Ensuite, l'entreprise doit expliquer, donc il faut encore pour chaque IRO, les métriques, donc les indicateurs, alors quali ou quanti, qu'elle utilise pour mesurer l'efficacité justement de ses politiques et de ses actions. Et elle doit fournir les cibles, donc les objectifs que elle compte atteindre en réponse du coup à ces impacts, risques, opportunités. Donc les objectifs évidemment et aussi les échéances dans lesquelles elle envisage d'atteindre ces cibles. Voilà, donc pour chaque impact, risque, opportunité, l'entreprise doit fournir tout ça. Avec un cadre qui est le même à chaque fois. Et de manière intéressante, dans chaque norme thématique, on va retrouver aussi d'autres informations en plus de ces politiques, actions, métriques cibles, qui sont spécifiquement demandées par la norme. Et ça permet donc à la fois de préciser certains des éléments de politique, d'action, métrique, etc. Et ça force en fait entre guillemets la publication de certaines informations. Et en pratique, c'est surtout de ça dont on va parler parce que c'est là en fait où se trouvent les informations intéressantes entre guillemets des normes. C'est ce que l'autorité réglementaire a voulu forcer comme information, qui est assez intéressant à regarder. Alors, du coup, oui, puis dernier rappel, pardon, avant de parler climat, qui est important. Une fois encore, la CSRD, c'est un exercice de transparence et pas de performance. Donc, en pratique, la CSRD oblige les entreprises à publier des informations, mais pas à disposer, en fait, des politiques, des actions, etc., pour adresser chacun de ces sujets. Donc, en fait, si l'entreprise n'a pas de politique pour traiter un risque ou un impact, elle peut le dire. Voilà. Elle peut ne pas publier ses politiques. Elle dit, là-dessus, j'en ai pas. Donc, une fois encore, c'est un exercice de transparence. Vous pouvez n'avoir aucune politique, aucun plan de transition, rien du tout, mais simplement, ça va se voir parce que vous êtes obligé de dire que vous n'avez rien, globalement. Voilà, donc rentrons finalement dans cette norme climat. Donc dans cette norme climat, on trouve pas mal. Donc c'est une norme qui est assez dense, qui est assez longue par rapport aux autres. Il y a 40 ou 50 pages d'exigences de publication. C'est la plus grosse norme, parmi toutes les normes thématiques, c'est la plus longue. Et on va voir qu'en fait, elle va forcer en pratique la publication de pas mal d'informations. Première chose que l'entreprise doit publier en vertu de cette norme, c'est son plan de transition pour l'atténuation du changement climatique. Donc c'est un plan de transition qui doit être compatible avec les objectifs de l'accord de Paris. Donc en pratique, c'est neutralité climatique en 2050. Et ce plan de transition doit notamment inclure donc des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Il doit expliquer les leviers de décarbonation que l'entreprise a identifiés. Et il doit aussi expliquer quels sont les investissements financiers nécessaires. Donc déjà, rien que ça, c'est un assez gros morceau pour pas mal d'entreprises. Autant les grosses boîtes, CAC 40 et autres, ont en général déjà réfléchi à ce sujet-là. Certaines sont engagées sur trajectoire SBTI ou similaire, donc elles ont déjà un peu préparé le terrain. Pour pas mal d'autres entreprises, notamment des plus petites, ça va être assez, ça va être un gros morceau à traiter. Quelques petites précisions sur ce plan de transition. Les objectifs de réduction, du coup, qui doivent être publiés en valeur absolue. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de fournir un plan de transition basé uniquement sur, par exemple, la réduction de l'intensité carbone d'un chiffre d'affaires ou de l'intensité ou la réduction de l'intensité carbone d'un produit. Là, on parle d'émissions de gaz à effet de serre en valeur absolue. Et elles doivent, pareil, ces objectifs de réduction doivent être bruts, c'est-à-dire qu'elles doivent être, elles n'ont pas le droit de prendre en compte des crédits carbone, des émissions évitées ou les autres mécanismes qu'on peut utiliser pour des fois faire baisser artificiellement faire baisser comptablement des émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, deuxième petite précision qui est aussi super intéressante, c'est ces objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre.
doivent, là, aujourd'hui, on est en 2024, donc pour les premiers exercices de CSRD, doivent inclure à minima des valeurs pour l'année 2030 et ensuite devraient être actualisés tous les 5 ans. Ce qui veut dire, en fait, dans les faits, que la CSRD interdit des plans de transition où le premier objectif, en fait, est à 2050. Ce qui a été beaucoup pratiqué par certaines boîtes à un moment qui se faisaient des trajectoires de décarbonation où en fait tout l'effort était reporté à plus tard parce que le premier jalon en fait était très loin dans le futur. Là, la CSRD donc interdit explicitement ce genre de choses. Le pas de temps maximum pour les objectifs, c'est 5 ans. Donc c'est-à-dire qu'en pratique, ça force une fois encore des trajectoires on va dire réalistes. Alors, je mets beaucoup de guillemets autour de réalistes parce que pour certaines boîtes, arriver à net zéro en 2050, ce sera de toute façon irréaliste. Mais voilà, l'idée c'est que ça force en fait des trajectoires qui soient lisibles et qui évite les ressorts habituels du greenwashing, donc les crédits carbone, les émissions évitées, des trucs comme ça, et puis les objectifs très loin dans le futur où ce sera laissé quasiment à la génération d'après. Voilà, donc voilà pour le plan de transition, et je le redis, pour pas mal de boîtes, en fait, c'est déjà un énorme morceau parce qu'elles n'ont pas de plan de transition. Voilà. Ensuite, toujours en vertu de cette norme, l'entreprise doit publier la manière dont elle a pris en compte les risques liés au climat, donc à la fois les risques physiques et les risques de transition. Donc, je rappelle, risques physiques, c'est les risques qui sont liés aux conséquences du changement climatique, donc par exemple tout ce qui est notamment phénomènes climatiques extrêmes, les crues, les inondations, les tempêtes, les sécheresses, les canicules, etc., etc. Les risques de transition, c'est plutôt les risques plutôt socio-économiques liés à la transition vers une économie bas carbone, donc une réglementation qui change, des habitudes de consommation qui changent, etc., etc. Donc là, pour tous ces sujets-là, l'entreprise doit expliquer comment elle a pris en compte ces deux catégories de risques, et il est plus ou moins nommément demandé à l'entreprise d'utiliser pour ça des scénarios climatiques, avec l'idée que pour tout ce qui est risque physique, on va se baser sur le worst case scénario qui serait des scénarios avec des températures qui augmentent beaucoup, donc les risques physiques seraient très importants. Et inversement, pour les risques de transition, c'est le contraire. Le pire scénario, entre guillemets, pour ça, c'est des scénarios à 1,5 degré où il y a une transition assez forte vers une société bas carbone et où du coup, la réglementation a beaucoup évolué, les habitudes de consommation aussi, etc., etc. Voilà. Et la norme donne quelques billes pour expliquer où est-ce qu'on peut trouver des scénarios climatiques, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme risque, etc., etc. Là encore, c'est un assez gros morceau dans le cas de boîtes qui n'ont jamais fait ce travail. On continue. Toujours en vertu de cette norme, l'entreprise doit publier son mix, sa consommation d'énergie ventilée selon le mix énergétique. Elle doit publier ses émissions de gaz à effet de serre scope 1, 2 et 3. Et pour le scope 2, elle doit publier le market-based et le location-based. Ensuite, elle doit expliquer si elle fait de l'absorption, du stockage de gaz à effet de serre sur sa chaîne de valeur en propre donc ou par des crédits carbone, si elle le fait. Alors là, si la boîte ne fait pas ce genre de choses, juste elle publie rien, il n'y a aucune obligation évidemment. Elle doit expliquer si elle utilise une tarification interne du carbone. Pareil, si elle le fait pas, elle ne publie rien. Voilà. Et elle doit publier une estimation des impacts financiers engendrés par le changement climatique. Et ça, pareil, c'est un assez gros morceau, notamment pour des boîtes qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller jusqu'à la simulation financière en fait de ce que peuvent être les impacts ou les opportunités d'ailleurs liées au changement climatique. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Et évidemment, elle doit publier les politiques, actions, métriques et cibles dont je parlais avant, qui n'auraient pas déjà été traitées dans les points ci-dessus. Voilà. Donc je remets en rappel, une fois encore, les matériels par défaut, donc je dis virtuellement obligatoire en fait pour tout le monde. Voilà. Donc déjà, rien que cette norme climat, qui est donc quasiment obligatoire pour tout le monde, et elle est déjà assez péchue, on va dire. Je le redis notamment pour des boîtes un petit peu plus petites qui n'ont pas forcément l'habitude de ce genre de démarche, d'exercice, et qui n'ont pas tout ça déjà prêt chez elles. Donc c'est pas mal de boulot et c'est quelque chose d'assez nouveau. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ? Non, toujours pas. Super dense, super précis, super clair. C'est gentil, vas-y. Vous m'entendez ? Oui, Jennifer. Ouais. Ah, pardon, j'avais juste une question, juste une précision en fait par rapport à la consommation d'énergie ventilée par mix énergétique. Donc c'est-à-dire en fait que les sociétés doivent déclarer
doivent indiquer les kilowatts qui sont sur du nucléaire, les kilowatts qui sont sur du solaire, c'est ça. Ouais. Là, faut ventiler avec donc consommation d'énergie à partir de sources fossiles, nucléaires, renouvelables. Et le renouvelable est ventilé selon ce qui vient de biomasse, biocombustible, hydrogène, etc., etc. Ce que tu autoproduis. Enfin voilà. Donc c'est assez précis. Voilà, enfin la norme de ce côté-là est assez explicite sur ce qu'il y a à faire. Voilà, une fois encore, la consommation d'énergie, c'est pas vraiment ce qui va coincer, parce qu'en général, les entreprises ont des factures, elles demandent à leurs fournisseurs d'énergie, voilà, c'est pas forcément très compliqué. Alors sauf celles qui ont des trucs assez complexes, entreprises industrielles qui peuvent avoir des trucs assez complexes où ils font de la production sur site, etc. Mais bon, c'est pas forcément ça qui est le plus compliqué. Voilà, je profite. Alors le deck, je vous le donnerai après. Je vous mettrai les slides dans le Mattermost comme la dernière fois. Et sur le wiki aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Ensuite, donc là, on va passer donc aux prochaines, aux normes thématiques suivantes. Donc je rappelle, ECRS 1, donc changement climatique a été est virtuellement obligatoire. Les autres, par contre, ne sont actionnés que si l'entreprise a identifié des sujets matériels pour elle dans ces normes-là. La norme ECRS 2, ça concerne la pollution. Donc là, c'est après celle sur le climat, ça va être des normes qui sont beaucoup moins denses. Globalement, on va voir, il y a beaucoup moins d'exigences de publication en fait dedans. Et c'est passablement moins de boulot pour les entreprises. Donc sur la pollution, l'entreprise doit publier les volumes de polluants et microplastiques qu'elle émet. Elle doit publier toutes les informations pertinentes sur ce qu'elle fait, le cas échéant, avec des substances préoccupantes et extrêmement préoccupantes. Alors ces substances-là, voilà, moi j'étais assez curieuse, je vais aller regarder ce que c'était. En fait, voilà, l'ECHA, le European Chemicals Agency, publie une liste régulièrement mise à jour, enfin qui est mise à jour 2 fois par an, je crois, en janvier et en juillet, des substances qu'elle considère comme préoccupantes et extrêmement préoccupantes. Donc c'est des substances qui sont mises sur le marché, qui ont une autorisation, mais qui sont flaguées comme étant, faut faire attention avec, quoi. Et donc les entreprises doivent publier des informations sur tout ce qu'elles font, voilà, ce qu'elles en produisent, ce qu'elles en utilisent, ce qu'elles en importent, exportent, etc., etc. Les tonnages, quantités, etc. Comme pour le climat, l'entreprise doit publier une estimation des impacts financiers engendrés par les risques opportunités liés à la pollution. Donc là, pareil, ça demande un petit peu de chiffrage, un petit peu de réflexion sur comment en fait ces sujets-là vont venir impacter le cas échéant les finances de l'entreprise. Je l'ai pas précisé d'ailleurs, mais certaines exigences de publication peuvent être mises en œuvre en décalé, et notamment tout ce qui est estimation des impacts financiers. Voilà, les gens qui ont écrit les normes ont dû se rendre compte que c'était quand même quelque chose d'assez nouveau pour les entreprises et qu'ils auraient besoin d'un peu de temps pour se mettre à ce genre d'exercice. Donc en pratique, toutes les clauses qui concernent l'estimation des impacts financiers, je crois, on peut les omettre de mémoire la première année où on fait le reporting, et on peut donner des estimations qualitatives uniquement pendant 2 ou 3 ans, je crois, à compter du moment où on commence le reporting. Donc l'idée, c'est de décaler un peu la pleine mise en place de ces exigences de reporting qui sont un peu lourdes. Voilà, l'idée, c'est de laisser aux boîtes quelques années, on va dire, pour se mettre un petit peu dans le bain de ce genre d'exercice, et leur laisser le temps de faire leurs simulations, leurs estimations, etc., etc. Voilà. Voilà. Et donc voilà. Et donc l'estimation des impacts financiers liés au risque de pollution, ça fait partie de ces exigences qui arrivent en décalé. Donc en pratique, les entreprises pourront s'en affranchir pendant quelques temps. Voilà. Et donc pareil, comme pour la précédente, l'entreprise doit publier toutes les politiques, actions, etc., qui n'ont pas déjà été traitées dans les points ci-dessus, mais on voit déjà que la norme pollution est quand même déjà beaucoup moins, on va dire, contraignante que la norme climat. Donc voilà pour la pollution. Ensuite, la E3, ça concerne les ressources en eau. L'entreprise, du coup, doit publier une fois encore, si elle a des sujets matériels liés à l'eau, ce qui n'est pas le cas de toutes les boîtes. Donc elle doit publier sa consommation d'eau avec un focus sur les régions soumises à stress hydrique. Elle doit publier, là encore, une estimation des impacts financiers engendrés par les risques liés à l'eau, donc même topo que les deux autres. Et pareil, les politiques, les actions, les métriques, les cibles, etc., qui n'auraient pas été traitées ci-dessus. Et c'est intéressant d'aller regarder un petit peu dans les petites lignes ce sur quoi la norme insiste. Donc globalement, ça concerne à la fois l'eau douce et les ressources marines. Et les guidelines, en quelque sorte, fournis pour traiter ces sujets
demande de s'intéresser à la fois au sujet de qualité et de quantité de la ressource, donc pas uniquement la quantité, pas seulement combien on consomme, mais aussi est-ce qu'on projette des eaux de bonne qualité, mauvaise qualité, etc. Et se demande aussi aux entreprises de se poser la question de la dépendance en fait de leurs activités aux ressources aquatiques et marines. Donc c'est assez intéressant de voir qu'on pense pas seulement en termes d'impact, mais aussi en termes de dépendance. Ça c'est vraiment un peu une ligne directrice de la CSRD, si on pense pas juste à aux impacts que l'entreprise va avoir sur l'environnement social, mais aussi la manière dont elle dépend en fait des différentes ressources. Donc voilà pour l'eau, et on passe à la suivante, qui est la norme 4 qui concerne la biodiversité. Sur la biodiversité, alors là, rebelote, l'entreprise a publié son plan de transition. Plan de transition prenant en compte la biodiversité et les écosystèmes dans sa stratégie et son modèle économique. Alors là, soyons nets, la norme propose des lignes directrices qui sont passablement moins cadrées que le plan de transition climat. Ce qu'elle demande surtout à l'entreprise, c'est d'évaluer, sa résilience en fait face aux risques liés à la biodiversité, aux écosystèmes, aux services écosystémiques. Donc la question, c'est voilà, si la biodiversité s'écroule, à quel point l'entreprise est résiliente vis-à-vis de ça. Donc ça, c'est pareil, ça va être quelque chose de très nouveau pour les entreprises. Le sujet climat est pas toujours bien pris en compte, le sujet biodiversité encore moins. Donc pareil, pour les entreprises qui ont des sujets matériels sur la biodiversité, ça va être pas mal de boulot de faire ce travail, de bien faire ce travail d'évaluation de la résilience. Excuse-moi, Adeline, pareil là-dessus, c'est comme l'estimation financière, c'est des choses qui peuvent être décalées, ou ça c'est attendu dès l'année prochaine? Le plan de transition, je crois que c'est alors, attends, j'ai un petit doute parce que non, c'est attendu dès le début. Il y a une tolérance par contre sur la norme biodiversité dans son ensemble, qui est que si tu es une entreprise qui a moins de 750 salariés, tu peux t'affranchir de la norme les 2 premières années. Donc pour les plus petites boîtes en fait concernées par la CSRD, elles pourront juste zapper la norme en fait les 2 premières années. Voilà. Mais bon, en pratique, c'était une boîte de je sais pas 1000 salariés qui n'a jamais touché au sujet de biodiversité et que tu te découvres des sujets de biodiversité, ça nécessite de s'intéresser au sujet rapidement. Voilà. Liste des sites qui sont responsables d'impact sur la biodiversité, et notamment ceux qui sont situés près de zones sensibles de la biodiversité, c'est des aires protégées typiquement, ce genre de choses. Et pareil, impact financier, avec le même topo que pour les précédentes, il y a une tolérance sur les premières années de publication de la norme. Je crois qu'elle s'applique aussi, c'est ça. En fait, elle peut être omise en année 1 et être qualitative uniquement les 3 premières années. Voilà, donc même topo, tout ce qui n'a pas été traité dans les points situ, pour s'il y a des sujets qui n'ont pas été traités, on remet les politiques, les actions, les métriques, les cibles, etc. Voilà. Et là, pareil, ce qui est intéressant de regarder en lisant la norme, c'est que la norme pose beaucoup la question de la dépendance, là aussi, des activités d'entreprise au service écosystémique, et elle demande en fait à ce que l'entreprise examine de manière un petit peu systématique sa contribution ou pas aux 5 grands vecteurs de perte de biodiversité, alors au sens des 5 grands drivers qui ont été identifiés par les PBES. Donc c'est de mémoire, c'est changement d'utilisation des sols, exploitation directe, changement climatique, pollution et espèces invasives, je crois. Pas dans cet ordre-là, mais en tout cas, c'est cela. Donc voilà. Donc là, pareil, cette idée de dépendance en fait des entreprises à certaines ressources, que ce soit l'eau, les services écosystémiques, etc. C'est quelque chose d'un petit peu nouveau. C'était un petit peu en filigrane avant dans les DPF, parce qu'on demandait à l'entreprise d'estimer ses risques extra-financiers. Mais là, c'est la première fois qu'on demande aux entreprises de se pencher spécifiquement sur de quoi elle dépend exactement, comment est-ce qu'elle contribue là, dans ce cas-là, à la perte de biodiversité. Donc voilà, ça va quand même plus loin qu'avant. Voilà. Et dernière norme environnementale, c'est ce qui concerne. Ouais. Juste avant sur la biodiversité, avant de passer à l'économie circulaire, c'est des dépendances, c'est des impacts directs sur la biodiversité ou aussi indirects. Typiquement dans l'IT, les impacts ils sont plutôt indirects a priori. Qu'est-ce qui est concerné? Et quand tu dis indirect, c'est plutôt sur la chaîne de valeur, c'est ça? Oui, tout à fait. J'imagine, tu vois, sur l'IT, il n'y a pas d'impact direct. C'est lié plutôt à la fin de vie et à la. Et là, ce que demande, là aussi, c'est un petit peu une tendance assez, qu'on voit quand même apparaître depuis plusieurs années, mais qui est vraiment incarnée dans la CSRD, c'est que la CSRD demande nommément aux entreprises de ne pas s'arrêter à leur propre périmètre, mais d'aller estimer leurs impacts sur toute leur chaîne de valeur, autant qu'ils le peuvent, quoi.
Et qu'en tout cas, la tendance, c'est vraiment de considérer que les boîtes sont pas responsables uniquement de ce qui se passe dans leur périmètre propre, quoi, mais qu'elles sont aussi responsables en partie de ce qui se passe en amont, en aval, etc. Et donc, typiquement pour l'IT, on considère que les boîtes vont être en partie responsables de ce qui peut être causé sur la chaîne de valeur amont pour au moment de la fabrication, etc. Et typiquement, c'est un petit peu ce qu'on voyait tout à l'heure sur le diagramme qui vient de Ørsted là, que je le retrouve, c'était pas mal de slides d'avant, voilà. En fait, eux, c'est une boîte qui ils construisent des infras d'énergie renouvelable globalement, ils font des éoliennes, des panneaux solaires, etc. Et eux, ils sont allés regarder sur leur chaîne de valeur, là, en amont, et on voit qu'ils ont flagué comme étant des impacts négatifs, tout ce qui était utilisation donc de matériaux vierges pour leurs infras, et tout ce qui était utilisation de ressources naturelles, dégradation des écosystèmes, etc., etc. Donc eux, ils l'ont conservé comme étant des impacts négatifs qui sont indirects, parce que je pense que c'est pas eux qui extraient les minéraux, etc. Mais ils ont quand même considéré que c'était matériel pour eux. Et la question va se poser clairement pour des boîtes de l'IT qui jusqu'à présent s'étaient pas trop posé la question de savoir s'ils avaient des impacts indirects sur la biodiversité. La question va se poser. Je pense qu'elle va se poser assez fortement pour les boîtes qui ont des infrastructures, enfin soit les fabricants de matériel évidemment, soit les boîtes qui opèrent des infrastructures en propre, enfin qui ont un contact direct avec l'infrastructure, quoi. Pour les boîtes plutôt typées software, je pense que c'est des sujets qui sont encore un petit peu loin pour eux, enfin par expérience de ce que je vois chez les clients que je suis actuellement. C'est des sujets qu'on a quand même du mal à faire remonter comme étant matériel. C'est vrai, quand on est une petite boîte qui fait, je sais pas moi, du SaaS ou quelque chose, c'est compliqué de faire remonter comme matériel un impact en amont sur la chaîne de valeur du constructeur d'équipement qui leur fournit éventuellement un bout de serveur dans un coin ou leurs ordi, quoi. Donc mais c'est des choses qui vont il y a un peu de flou quand même sur tout ça. C'est jusqu'à quel point on est responsable de ce qui se passe sur sa chaîne de valeur et jusqu'à quel point aussi on est capable de quantifier en fait ce qui s'y passe. Et je pense que ça va beaucoup varier suivant les boîtes, suivant la conscience qu'elles ont de ça, suivant leur accès à l'information aussi sur leur chaîne de valeur. Enfin, c'est quelque chose qui est pas du tout figé pour le moment. Ok, merci. Ça veut dire que quelqu'un qui utilise le cloud, notamment, lui, il va avoir un bilan SRD bien meilleur que celui qui a sa propre infra, qui essaye de la faire vivre le plus longtemps possible, le fait de la faire consommer le moins possible. Enfin voilà, c'est presque de la justice en fait. Oui, alors je pense que les choses seront pas aussi tranchées que ça, parce que ça va beaucoup dépendre. Une fois encore, les analyses de matérialité, je vais en parler un tout petit peu à la fin. Les analyses de matérialité, quand même un peu une zone grise, une zone de flou sur ce qu'on garde comme sujet, comme étant matériel ou pas. Moi, une fois encore, je l'ai constaté, il y a quand même des arbitrages qui se font sur les trucs qui sont à la limite de la matérialité, mais dont on sait pas trop quoi faire. Donc les boîtes qui utilisent du cloud, si elles sont extrêmement conscientes, extrêmement matures sur le sujet, vont peut-être dire ok, on prend en compte l'empreinte matière de l'infrastructure cloud qu'on utilise chez notre fournisseur de cloud, et du coup on va remonter, on va essayer de quantifier ça et dire qu'on a un sujet là. Et d'autres qui seront beaucoup moins matures vont peut-être même pas comprendre de quoi on parle, quoi. Donc je pense que ça va pas mal varier en pratique suivant les cas. Il est possible aussi que là on est sur des premières années de reporting, il est possible que dans quelques années ça se stabilise un petit peu sur un consensus, parce que les boîtes se benchmarkent aussi les unes les autres, donc chacun va aller regarder ce qui est publié l'autre. Donc il est possible, même probable, qu'on atterrisse d'ici quelques années sur un petit peu un consensus de ce qu'on prend en compte et de ce qu'on prend pas en compte quand on est une boîte qui utilise du cloud, quand on est une boîte qui a son infra propre, enfin voilà, affaire à suivre, quoi. J'avance. Dernière norme environnementale, du coup, économie circulaire. Pour cette norme, l'entreprise doit expliquer, donc décrire ce qu'elle utilise comme ressources entrantes. Donc pareil, si elle sait trouver des sujets matériels sur le sujet de l'économie circulaire, mais on peut raisonnablement penser que ce sera le cas de beaucoup de constructeurs, beaucoup de gens qui font l'infra, quoi. Donc elle doit décrire quelles sont ses ressources entrantes, donc à la fois côté produit, côté matière, en détaillant le cas échéant, donc alors emballage pour les produits, en détaillant matières premières critiques, terres rares pour les matières. Et si le sujet est matériel, doit publier tout ça, le poids, pourcentage de matière biologique biosourcée, poids des produits réutilisés, etc., etc. De manière intéressante, elle doit expliquer dans quelle mesure les produits dans quelle mesure ce qu'elle produit a été conçu selon les principes de l'économie circulaire.
Donc là, la norme parle de pérennité, réutilisabilité, réparabilité. Alors, sans vraiment donner de définition très précise de ce que veulent dire ces mots. Je crois que quand elle parle de réparabilité, elle demande de faire référence à des référentiels connus, établis, etc. Donc, je pense que ça peut être, par exemple, par rapport à un éventuel indice de réparabilité, quelque chose comme ça. Voilà, donner les parts de contenu recyclable dans les produits et les emballages. Voilà, donc ça, c'est des parties qui sont assez narratives, donc je pense qu'il ne faudra pas attendre beaucoup de quantification, on va dire, du sujet réparabilité, pérennité, mais c'est quand même intéressant que ce soit là et ça va pousser les entreprises à se poser des questions sur ces sujets-là et à formaliser aussi ce qu'elles font. Voilà, quantité de déchets produits ventilés par type de filière. Donc filière, c'est voilà, est-ce que c'est du recyclé, recyclable, valorisé, enfin donc là le truc est topo habituel. Voilà, et là pareil, estimation des impacts financiers engendrés par les risques et opportunités liés à l'économie circulaire. Et puis même topo, politique, action, métrique, tout ce qui n'aurait pas été traité dans les points ci-dessus. Voilà, donc ça c'est la 5e et dernière norme environnement. J'ai pas prévu de passer autant de temps sur les normes sociales et gouvernance une fois encore, sinon on va y être encore demain. Rapidement, donc il y a 4 normes sociales, une norme gouvernance. La norme sociale S1, c'est tout ce qui concerne les effectifs propres de l'entreprise. Donc là, il y a pas mal de sujets pour le coup qui sont passés en revue, tout ce qui concerne le dialogue social, la diversité, les salaires décents, le handicap, etc., etc. C'est en général, enfin par expérience, des sujets qu'on maîtrise en général déjà pas trop mal en France, en tout cas, où il y a une sensibilité assez forte de ces sujets-là. Donc c'est en général des points d'attention sur lesquels auxquels les entreprises n'ont pas trop de mal à se conformer. La norme S1 est plutôt, demande pas mal de choses, mais c'est des choses qu'on maîtrise déjà assez bien, en tout cas en France. S2, c'est tout ce qui est travailleur sur la chaîne de valeur. Donc là, la norme est moins fournie, mais il y a évidemment des points d'attention classiques auxquels on peut s'attendre sur travail forcé, travail des enfants, tout ce qui est mécanisme de plainte sur la chaîne de valeur, etc. Donc ça, c'est des choses qui potentiellement peuvent concerner les boîtes de l'IT. La S3, c'est tout ce qui concerne les communautés affectées. Donc notamment, on pense un peu grands projets, grandes infrastructures, mines, etc., etc. Donc voilà, est-ce qu'on respecte les droits de l'homme, est-ce que les droits des peuples autochtones sont respectés, etc. Là encore, qu'est-ce que l'entreprise met en place pour qu'il puisse y avoir des remontées d'alerte, des plaintes, etc. Et S4, là aussi c'est intéressant pour l'IT, c'est tout ce qui concerne les consommateurs, les utilisateurs finaux. Et c'est notamment là, en général, où pour le numérique vont se loger les sujets sur la vie privée, la protection des données, l'accessibilité des produits, par exemple. Donc pareil, point d'attention pour le numérique. Et dernière norme, la norme G1 qui concerne la conduite des affaires. Donc voilà, des sujets de corruption, pot de vin, lobbying, pratique de paiement des fournisseurs, etc. Voilà, donc pareil, ça peut être intéressant. Alors c'est des sujets un peu touchy en général pour les boîtes, mais c'est en pratique des choses qui sont matérielles assez souvent, dès lors que l'entreprise a une politique de lutte contre la corruption, voilà, ce genre de choses qui sont une fois encore plutôt bien gérées sur le périmètre français. Voilà, si vous avez cette impression-là, c'est normal, il y a beaucoup de choses dedans. Voilà, je le redis une fois encore, pour pas mal d'entreprises, quand même, c'est un petit peu nouveau. Cette liste à la prévère de choses, d'informations qu'ils vont devoir fournir. Et c'est des choses qui s'anticipent, quoi. Voilà. Rapidement, quelques exemples, en fait, je vous l'ai dit, il y a quelques entreprises, notamment les grosses, qui commencent à publier, alors pas forcément des rapports complètement CSRD compatibles, mais au moins des analyses de matérialité compatibles. J'ai mis 3 exemples. Premier exemple, c'est Nexence, qui a publié du coup son analyse de matérialité. Donc, il a publié sa matrice de matérialité. Donc eux ils font des câbles, donc c'est intéressant de regarder ce que eux voient comme risque opportunité. On voit que le truc le plus matériel au final pour eux c'est tout ce qui est transition énergétique, forcément. Alors c'est une opportunité pour eux parce que étant fournisseurs de câbles, ils se doutent qu'ils vont avoir pas mal de travail dans les années qui viennent grâce à la transition énergétique. Voilà. Ensuite, ils voient comme sujet matériel donc des sujets sur tout ce qui est consommation de ressources, du coup, atténuation du changement climatique, bien sûr. Donc eux, ils ont flagué donc les petits cercles jaunes, là, c'est des opportunités. Et les cercles roses qu'on voit ici, c'est ce qu'ils ont vu eux sur leur chaîne de valeur. Donc là encore, c'est la même chose que pour Ørsted. Ils ont bien identifié des sujets qu'ils n'avaient pas en propre, mais sur la chaîne de valeur, et qu'ils conservent à leur compte comme étant matériel pour eux. Ça veut dire que eux, en tant qu'acteurs de leur chaîne de valeur, ils vont tenter de mettre en place des choses pour adresser ces sujets, même si ça se passe en dehors de leur périmètre. Voilà. Donc notamment en amont de leur chaîne de valeur, ils ont des sujets donc de pollution, effectivement, d'atteinte à la biodiversité, de consommation d'eau. Donc c'est intéressant de voir qu'ils ont flagué ces sujets-là comme étant matériels pour eux.
Voilà, ensuite des sujets sociaux, des sujets de gouvernance, des choses assez classiques. Et de manière intéressante, ils ont aussi listé là les sujets liés à la CSRD qu'ils ont considérés comme étant non matériels, donc ils n'ont pas gardé pour leur reporting. Voilà, donc ça c'est leur RD 2020, enfin c'est leur rapport annuel 2023. Donc vous pouvez les regarder si ça vous intéresse. Donc Nexence, autre exemple Orange, donc un petit peu différent comme typologie de boîte. Donc eux, ils ont donc les sujets qu'ils ont gardés comme étant matériels, ceux qui sont dans cette bande là orange foncé. Donc eux, ce qu'ils voient comme étant très matériel, de manière assez classique, tout ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, des sujets de privacy, de data, donc assez logiquement aussi. Donc on voit qu'ils le mettent dans le S4, hein, comme on disait tout à l'heure. Cybersécu, data security, donc des trucs très qu'on pouvait s'attendre à voir là. Des sujets sur l'énergie, d'adaptation au changement climatique de manière intéressante, d'inclusion numérique. Voilà, donc pas mal de choses et eux c'est très bien réparti entre les sujets environnementaux et les sujets sociaux qui sont très consumer facing, donc c'est assez classique. Et puis troisième exemple, une ESN, Capgemini, qui, alors eux ils ont choisi de pas reprendre la bonne vieille matrice de matérialité qui, honnêtement, n'est pas forcément adaptée pour la CSRD. Dès la matrice, c'est très bien pour représenter des croisements de sujets. On a besoin typiquement de regarder un quart et le quart supérieur droit. Mais comme l'analyse de matérialité nous demande de considérer les sujets, enfin à la fois les sujets matériels côté impact et les sujets matériels côté financier, on se retrouve à devoir regarder en fait les trois quarts de la matrice quand on fait une matrice de matérialité. Donc au final, la matrice c'est pas forcément le meilleur formalisme pour cet exercice. Donc voilà. Donc Capgemini, eux, ils ont fait trois patates quoi. Ils ont fait une patate de tous les sujets qui étaient matériels du point de vue financier pour eux, tous les sujets qui étaient matériels du point de vue d'impact pour eux, et la patate du milieu, c'est ceux qui sont matériels des deux côtés, enfin dans les deux dimensions. Et l'idée, une fois encore, c'est qu'on garde le contenu des trois patates, hein, pas que de celle du milieu. Voilà. Et donc eux, ESN, ils ont mis comme sujet assez, plutôt matériel, donc ceux du haut, leur désengagement, l'engagement des collaborateurs, les sujets de data évidemment, data, cybersécu, etc. Voilà. Et on voit au final que les sujets environnementaux arrivent un petit peu moins matériels que d'autres sujets pour eux. Ils ont quand même flagué évidemment le climat, le fait d'aider leurs clients donc côté produits développés, donc d'aider leurs clients à être vertueux globalement, donc de créer des solutions qui sont utiles pour la transition. Gestion environnementale, désastre naturel, catastrophe naturelle, donc côté effectivement risque climatique. Voilà, donc c'est intéressant de voir déjà comment des boîtes du numérique avec différents profils s'emparent un petit peu de cet exercice et de voir les sujets qu'ils remontent comme étant matériels. Voilà, 2-3 mots de conclusion. Est-ce que vous avez des questions déjà là-dessus? Non. Une question, non, moi, c'est pas une question, mais je suis très surpris par la façon chez Capgemini, dans le dernier slide, certains sujets étaient en bas de l'échelle. La partie procurement, responsible procurement et climate change, au final, ils le mettent comme étant peu matériel. Alors, oui, mais matériel quand même. Voilà, je le garde quand même. Voilà. Soit je le lis mal, soit je suis surpris. Mais je ne sais pas comment ils ont fait leur analyse en interne. C'est probable, donc ça c'est pareil, c'est leur rapport 2023, donc il est possible que ce soit que l'analyse soit encore reprise pour leur premier rapport CSRD l'année prochaine, donc il est possible que l'analyse soit affinée encore d'ici un an. Mais je sais pas si les gens de Capgemini dans l'assemblée, je sais pas s'ils ont un avis, ce qu'ils en pensent. Mais voilà. Alors après, j'en parlais dans 2 minutes sur l'analyse de matérialité et la manière dont on cote les impacts, c'est souvent un exercice de doigt mouillé, soyons honnêtes. Donc voilà, on peut effectivement être surpris. Ça dépend un petit peu de qui à côté, comment, avec quels outils, voilà. C'est on peut en penser ce qu'on veut. N'hésitez pas à aller lire la partie sustainability de leur rapport. C'est toujours intéressant de voir justement la manière dont ils parlent de ces sujets-là et la manière dont ils sont pris en compte. Une fois encore, c'est des sujets qui évoluent et la CSRD, pour le coup, est un gros coup de boost pour ces sujets-là et oblige des prises de conscience des fois assez brutales. Donc, c'est des sujets qui peuvent être amenés à évoluer. Alors Benoît, le parsing des rapports, moi j'y pense très fort. Si jamais je veux qu'on se parle là-dessus, voilà. Avec plaisir.
Je finis rapidement. Du coup, en essayant de garder un petit peu quelques grands sujets sur la CSRD, enfin quelques grandes conclusions à date, parce qu'une fois qu'on est sur un exercice quand même très très nouveau. Donc moi je découvre tout le temps, enfin tous les jours des trucs sur comment c'est mis en œuvre concrètement et ce que les boîtes font avec. Mais il y a quand même, on va dire, quelques grandes tendances. Première tendance, c'est clairement que c'est plus, enfin, la CSRD, c'est plus un outil de direction RSE. Avant, la DPEF, donc la déclaration de performance extra-financière, c'est un truc que la direction RSE faisait un peu dans son coin. Et voilà, là clairement, la manière dont les normes en fait demandent aux dirigeants de rendre des comptes est quand même assez claire. C'est conçu comme étant un outil stratégique, en fait, la CSRD. Comme c'est conçu comme un outil vraiment pour permettre aux entreprises de planifier, de stratégiser leur transition durable, quoi, clairement. Donc ça questionne de manière très forte comment les dirigeants sont impliqués dans tout ça. On leur demande de se positionner. Voilà, c'est quoi vos compétences? Comment est-ce que vous gérez ça tous les jours? Comment est-ce que vous êtes incité financièrement à aller vers la transition, etc., etc. Donc de ce côté-là, c'est assez clair. Outil stratégique, je le redis, c'est quand même quelque chose qui vient beaucoup questionner la relation entre les modèles à faire, la stratégie de la boîte et les sujets de durabilité. Voilà, les plans de transition climatique, plans de transition biodiversité, je le redis, pour certaines boîtes, c'est très nouveau et c'est des sujets très forts sur lesquels certaines entreprises sont complètement démunies. Et en les obligeant à se positionner là-dessus, bah, c'est quand même un message assez fort, quoi. L'analyse de matérialité, dont on a déjà parlé un petit peu, c'est quand même un exercice qui est encore un peu subjectif. Ce que j'ai constaté jusqu'à présent, c'est quand il s'agit d'identifier les impacts, les risques, les opportunités, en général, il y a pas mal de consensus. On est en général d'accord sur le fait que là, il y a un impact, là, il y a un risque, là, il y a une opportunité. Par contre, la cotation, c'est-à-dire dire, bah voilà, on le cote sur une échelle de gravité, où est-ce qu'on le met, sur une échelle de gravité de 1 à 5, où est-ce qu'on le met celui-là? Là, tout de suite, ça devient beaucoup plus subjectif, et placer les seuils de matérialité, donc dire, bah, au-delà de ce seuil, c'est matériel, en deçà, c'est pas matériel et on ne garde pas. Là, voilà, c'est des fois des grands exercices de doigts mouillés, quoi. Donc, c'est là où on a un peu cette zone grise, quoi. Et avec certains enjeux qui, suivant si on met 2 ou 3 sur l'échelle, il peut ressortir comme étant matériel ou pas, parce que ça fait passer d'un côté ou de l'autre du seuil, quoi. Et ce que je vois et que je trouve pas mal, c'est ces enjeux qui sont un peu dans cette zone grise, quoi, moitié matériel, moitié pas matériel. Ce que je vois, c'est que les entreprises qui décident du coup de ne pas conserver certains enjeux comme étant pas matériels, mais qui les gardent quand même sur une sorte de watchlist en disant, bah, ceux-là, on va pas publier des informations dessus, on les garde quand même sous le coude et on s'y intéresse quand même, et parce que ils sont quand même importants pour nous, et c'est pas parce qu'on publie pas dessus qu'on va pas s'en occuper, quoi. Voilà. Et puis autre chose, je dis un petit peu, alors c'est probablement contestable ce que je dis, mais en pratique, c'est ce que j'ai vu quand même, c'est que cette zone grise, ça permet aussi d'arbitrer. Et globalement, quand il y a des boîtes qui sont très peu matures sur certains sujets, ça peut permettre du coup de dire, bah ok, celui-là, t'es pas à l'aise dessus, on le met juste en dessous du seuil de matérialité, donc comme ça, tu reportes pas dessus, mais attention, garde-le en tête, essaye de commencer à travailler dessus un peu de manière caché entre guillemets, pour que si un jour il devient vraiment matériel de manière non équivoque, bah tu sois prête, quoi. Et en pratique, moi j'ai tendance à croire qu'il vaut mieux pour des boîtes qui sont assez peu matures qu'elles fassent un bon reporting en ayant bien travaillé les enjeux sur peu d'enjeux, plutôt que d'être assommé par la quantité d'enjeux, la quantité de trucs qu'elles vont devoir publier et de faire un truc complètement à l'arrache qui soit pas bon, voire même qui passe pas l'audit, quoi. Donc voilà, pour moi c'est plus c'est peut-être une chance d'avoir un peu cette zone grise, cette on va dire cette méthode de matérialité qui est pas complètement figée, justement pour ça permet de faire des arbitrages, quoi, clairement. Alors tout le monde sera peut-être pas d'accord avec moi, les auditeurs sont peut-être pas d'accord avec moi, mais en attendant c'est ce que je constate. Voilà. Et puis le numérique dans tout ça, parce qu'on n'en a pas parlé tant que ça. Donc je le redis, c'est pas un exercice qui est du tout pensé pour le numérique en particulier. Il y aura des normes sectorielles à partir de 2026, je sais pas exactement quand pour l'IT. Mais en fait, beaucoup de sujets concernent quand même déjà le numérique, le climat, les ressources entrantes sortantes, les ressources en eau, etc. Et là, c'est uniquement les enjeux environnementaux. Il y a plein d'enjeux sociaux aussi qui concernent le numérique. Et ce que j'ai constaté, c'est que quand même, chez les acteurs du numérique, il y a quand même plein d'enjeux qui sont parfois très mal compris, notamment chez les acteurs plutôt typés software, SaaS, etc., qui n'ont pas d'infrastructure propre à gérer.
Et ça rend complexe en fait l'évaluation de la matérialité de certains sujets. Typiquement les ressources en eau, par exemple, c'est des sujets qui sont très très mal compris chez pas mal d'acteurs qui ne sont pas confrontés directement à ce sujet-là. Et d'où l'intérêt d'essayer de quantifier un peu le sujet. Et voilà, d'où l'intérêt aussi de ce qu'on fait chez Boavista, c'est-à-dire de vulgariser, de quantifier ces sujets-là pour qu'ils soient accessibles à plus de monde et qu'ils soient mieux, on va dire, mieux pris en compte par l'ensemble du secteur. Voilà pour moi. Est-ce que vous avez des questions ou des réactions? Il faut que je remonte un peu le chat, du coup. Moi, c'est juste un commentaire que j'ai. En tout cas, merci parce que c'est super clair et à la fois ça amène plein de questions. Mais bon, voilà, c'est fait pour. Par contre, ce que j'ai du mal à comprendre, en fait, c'est quand tu fais un rapport CSRD, tu vas quasiment être obligé de faire ton scope 3 en fait, pour pouvoir utiliser les données du scope 3 qui vont te permettre d'apporter de la data dans Tu ton parles de rapport. carbone? Ouais. Ah bah, de toute façon, le scope 3, tu as vu, le bilan carbone 3 scopes est obligatoire, virtuellement obligatoire. Ouais, il est virtuellement obligatoire via cette Il est norme. obligatoire. Il est pas obligatoire pour, je crois que c'était les sociétés de plus de 500, c'était obligatoire à partir de 2025, je crois. Bah, c'est-à-dire que là, en pratique, il va être du coup obligatoire pour toutes les Ouais. boîtes qui sont soumises à la CSRD, donc plus de Ouais. 250 collaborateurs. Oui, exact. Ouais. Donc ça rend obligatoire en fait le scope 3. Quoi. Oui, tout à fait, clairement. Une fois encore, c'est écrit que les entreprises doivent publier un scope 3. Alors, une fois encore, il y a là pareil, il y a une exigence graduelle qui est que les boîtes de moins de 750, je crois, collaborateurs peuvent attendre un peu avant de le publier. Mais en pratique, ça va arriver à tout le monde, quoi. C'est ça. Les boîtes de moins de 750 collaborateurs peuvent omettre leur scope 3 en année 1. Bon, elles ont un an de répit, quoi, mais en pratique, ça va être scope 3 pour tout le monde, quoi. Okay. Voilà. Alors Aurélien, tu voulais construire une GenAI pour aider sur le sujet des rapports de durabilité. Oula. Alors sur le sujet des rapports CSRD, une fois encore, ils sont conçus comme étant comparables, homogènes entre entreprises. Hein. Il y aura une base de données, enfin je sais pas si tu étais là quand j'avais fait la première partie de la presse, mais il y aura une base de données à terme qui va recueillir l'ensemble des informations où tout sera a priori cherchable par entreprise, etc. Enfin, après, non, j'étais pas là sur la première présentation, je faisais pas encore partie de l'assaut, mais okay. En tout cas, j'ai regardé la première partie parce que la deuxième partie était géniale, donc. Ouais. Bon, ça reste une longue liste de trucs qu'il faut que les entreprises publient. Quoi. Oui, pour les parties prenantes, oui, tout à fait. Alors, tu trouves que ça a été mis de côté avec la CSRD ? Moi, j'ai pas de mise en place jusque-là parce que je travaille plutôt avec des plus petites boîtes, mais j'ai été formé sur le sujet et tous les intervenants qu'on a eu de Hitch et compagnie disaient que avant il y avait Hitch, je sais plus le nom du cabinet, mais qui est un peu spécialisé là-dessus. On a eu plusieurs intervenants un peu expérimentés et ils disaient que dans l'idéal, il valait mieux aller même vers une entre guillemets triple matérialité, c'est-à-dire d'avoir ces cette matrice d'impact, mais aussi d'intégrer toute la chaîne de valeur et les parties prenantes dans l'estimation du niveau d'impact, ce qui n'était pas nécessaire dans la double matérialité, alors qu'il y en avait qui faisaient déjà cet exercice-là au préalable. Alors, il faut nuancer un petit peu. Ouais. Il faut nuancer un petit peu. C'est vrai que, alors, ce que dit la CSRD, c'est quand tu fais ton analyse de matérialité, de double matérialité, tu es obligé de prendre en compte les intérêts de tes parties prenantes. Par contre, effectivement, tu n'es pas techniquement obligé de les consulter pour faire ton analyse. C'est ça. Donc, c'est un peu une nuance. Globalement, les entreprises qui veulent faire le truc un peu à minima, elles disent, j'ai pas envie de consulter une partie prenante, on va aller chercher des infos, une analyse de risque, des machins, des trucs qui prouveront qu'on a pris en compte leurs intérêts. Les boîtes qui veulent faire ça bien, et quand même, il y en a quand même beaucoup, font un round de consultation, intègrent leurs parties prenantes et tout. Donc, c'est pas, les parties prenantes sont pas du tout laissées de côté pour le coup. Enfin, c'est pas la perception que j'ai et je pense pas que ce soit la compréhension qu'en ont la majorité des boîtes. Bon, moi, tant mieux. Ok, merci. Alors, ouais, Gaël, la question du surcoût, c'est assez intéressant, effectivement. Je pense qu'il y a autant de réponses que de boîtes, en fait. Il y a des entreprises qui sont déjà assez matures sur ces sujets, qui ont tout intégré en interne et qui sont capables de tout faire en interne.
Voilà. Non, mais voilà, typiquement des grosses boîtes qui ont déjà staffé le sujet, qui l'ont pris un peu au sérieux et qui quasiment peuvent tout faire en interne. Si je veux dire, je prêche un peu pour ma chapelle, c'est souvent une bonne pratique de prendre un extérieur pour faire l'analyse de double matérialité, parce que c'est toujours bien d'avoir un tiers qui peut regarder les sujets de manière un peu objective, mais c'est pas non plus obligatoire. Voilà, donc il est possible d'avoir déjà intégré ces sujets-là et du coup d'avoir virtuellement zéro surcoût. Pour des boîtes moins matures sur le sujet qui découvrent ça, effectivement, ça nécessite souvent de faire appel à un tiers, de faire appel à un prestataire qui va leur faire l'analyse de matérialité, qui va éventuellement écrire le rapport. Voilà. Quant au surcoût, ça dépend beaucoup de la taille de la boîte. Je nuancerai quand même un truc qui est, tu parles des concurrents américains et chinois, certes, il me semble que la Chine est en train de se positionner sur la double matérialité, elle aussi. Alors, je ne sais pas exactement à quoi ressembleront leurs normes, etc. Mais autant les Américains ont fait le choix de la simple matérialité, donc de ne considérer que les risques financiers, en fait, enfin que les risques qui pèsent sur l'entreprise. Visiblement, la Chine est en train de se ranger plutôt du côté de l'avis européen, qui est qu'il faut prendre en compte les deux aspects. Donc, surcoût vis-à-vis de la concurrence, oui, mais jusqu'à quand Et puis, moi, ce sujet du surcoût, il me hérisse un peu parce que c'est globalement un surcoût qui va t'obliger à prendre en compte dans ta stratégie des enjeux absolument cruciaux, en fait, de résilience vis-à-vis des risques systémiques. Donc, considérer ça comme un surcoût, oui, d'accord, mais c'est quand même un surcoût pour faire quelque chose d'extrêmement important pour une stratégie, en fait, une stratégie d'entreprise. Donc, oui, c'est un argument anti-CSRD, effectivement. C'est un petit peu la mauvaise foi aussi. Voilà. Est-ce que j'ai fini